Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, ton inspiration hebdomadaire pour ta préparation à ta carrière de rêve après le doctorat. Bienvenue à cet épisode spécial podcaston d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi différentes personnes de l'Association des communicateurs scientifiques ou de sciences. Scientifique, pour l'instant. Le nom risque de changer, par contre. J'ai senti quelque chose et mon sang s'araignait. Donc, je suis très heureux d'avoir autour de la table différentes personnes, du côté de la fondation, de l'association, direction actuelle, l'équipe et aussi la relève. Et donc, je vous demanderai un à un de vous présenter rapidement pour que nos auditeurs puissent savoir qui vous êtes, comment vous êtes liés au projet et pour qu'après on démarre la conversation. Alors moi, mon nom, c'est Pierre Sormani. Je suis un des fondateurs de cette association qui remonte en 1976-77. Donc, je vais vous raconter ça. Joël Leblanc, je suis journaliste scientifique et communicateur scientifique et plein de choses en sciences et je suis l'actuel président de l'ACS. Stéphanie Gélicoeur, j'ai une formation en physique, mais aussi en théâtre du Conservatoire d'art dramatique et aujourd'hui, je suis communicatrice scientifique touche à tout. Moi, c'est Simone Caron. Je suis journaliste au Débrouillard et à Curium. Puis, j'ai gagné la bourse Fernand Séguin en 2022. Donc, je dois un peu ma carrière en communication scientifique à l'ACS. Donc, Pierre, l'ACS a aujourd'hui un certain âge. 50 ans presque. Comment est née cette idée de mettre ensemble les gens qui veulent communiquer la science au Québec dans les années 70? Alors, je dirais qu'on doit cette association-là peut-être à deux personnes. La première personne que je vais mentionner, c'est Jean-Marc Fleury, qui était à l'époque un étudiant en physique. On a travaillé ensemble, qui s'était intéressé, qui a dirigé même le journal étudiant de l'Université Laval avant de me passer le flambeau, et qui a été embauché au Soleil comme journaliste scientifique à l'époque où ce milieu-là commençait à se développer. Je le raconterai dans quelques minutes. Mais qui, à un moment donné, a décidé de profiter d'un programme qui s'appelait l'Office franco-québécois de la jeunesse et qui organisait des voyages de Français qui venaient découvrir le Québec et de Québécois qui allaient découvrir la France. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, il a proposé de réunir ces nouveaux venus du domaine de l'information scientifique et d'organiser un voyage en France où on allait rencontrer l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information, les gens de la recherche, les gens de Sciences et Avenir, visiter le laboratoire de Saclay, l'usine de Font-Romeu, la première grande usine solaire, Toulouse, là où le Airbus était installé, donc les débuts du Concorde. Et donc, c'était un voyage à la fois de science, mais surtout, l'idée de Jean-Marc, c'était de créer un milieu de journalistes scientifiques et de communicateurs qui allaient connaître et se fréquenter. Et donc, je vais faire un peu de name dropping, mais des gens comme Michel Gauquelin, comme Yannick Villedieu, André Delisle qui a travaillé en environnement, Jean-Marc Fleury, moi et quelques autres, Gilles Provost. C'est là qu'on s'est au fond connus à l'occasion de ce voyage-là. Le deuxième élément fondateur, c'est le Conseil des sciences du Canada, un organisme qui n'existe plus, mais qui est un organisme conseil qui pouvait répondre à des demandes du gouvernement sur l'évaluation des priorités en sciences, mais qui aussi s'était donné le mandat de diriger même des recherches sur des domaines en émergence. Donc, et avait embauché comme agent de communication un journaliste d'origine algérienne, Jean Barou. Et lui, en arrivant là, s'est dit, si on veut que le Conseil des sciences ait un impact, il faut qu'il y ait des journalistes scientifiques dans les journaux. Et donc, il a pris son bâton de pèlerin, il a traversé tout le Canada, de Victoria jusqu'à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, pour convaincre tous les journaux, sans exception, de créer des journalistes scientifiques. Et donc, sous son impulsion directe, je dirais qu'il y a une quarantaine de journaux qui ont créé des postes de journalistes scientifiques, peut-être plus, dont Le Soleil, qui a embauché à ce moment-là, justement, Jean-Marc Fleury. Et donc, le milieu du journalisme scientifique est né autour de Jean Barou avec la Canadian Science Writer Association. Et donc, au début, il y avait cette initiative canadienne dans les journaux, il y avait ce petit groupe de Québécois, et donc pendant un certain nombre d'années, je dirais donc de 72 à 76, pendant 3-4 ans, on s'est joint à la Canadian Science Writer Association et donc on était un peu le chapitre québécois de cette association. Et là, il y a l'élément fondateur qui est un peu anecdotique, c'est le jour où Fernand Séguin a demandé d'adhérer
à la Canadian Science Writer Association et on lui avait suggéré ça et donc il avait accepté d'adhérer et il a reçu une lettre en disant pouvez-vous nous prouver que vous avez au moins 2 publications en sciences, tu sais. C'est Fernand Séguin, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un peu notre père à tous. Là. Et donc, c'est le premier élément. Et la même année, on s'est réunis avec le congrès national là, annuel de la CSWA à Ottawa. Et là, il y a beaucoup de francophones parce qu'on a ce noyau assez actif ici qui contient une vingtaine de personnes. Et donc, il y a beaucoup de débats qui se font en français jusqu'à ce qu'une collègue, par ailleurs fort sympathique, mais John LeBon, qui a aujourd'hui plus de 100 ans, et mais elle, à un moment donné, se choque en disant « Hey, vous parlez tous anglais, vous comprenez l'anglais, nous, on comprend pas le français, et vous nous excluez totalement, essentiellement speak white. » Et donc, cet événement-là a refroidi beaucoup. Et donc, en revenant de ce voyage à Ottawa, on était dans la voiture de, je pense, c'était Jean-Marc Gagnon qui conduisait. On revenait d'Ottawa, puis on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, faut créer notre association au Québec. Dans une discussion de voiture, finalement, que la CS est née. C'est ça, mais c'est un peu une réaction avec ces 2 impairs que le Canadian Science Writer Association avait créé. Et là, je parle de ce 3e personnage que je viens de mentionner, qui est Jean-Marc Gagnon. L'Université du Québec avait acheté un magazine de vulgarisation qui était destiné aux écoles, qui s'appelait le Jeune Scientifique. Et à un moment donné, sous l'impulsion d'une femme qui a eu un rôle important aux communications de l'Université du Québec, qui s'appelait Jocelyne Dugas, elle a décidé de le renommer Québec Science et d'en faire une espèce de porte-voix de la culture scientifique. Et le directeur qu'elle a embauché, c'est Jean-Marc Gagnon en question, et donc a profité de ce voyage en Europe pour dire « Ah, je vais nous donner un comité de rédaction. » Et donc, tous les gens du voyage, ben, pas tous, mais une dizaine d'entre nous, se sont retrouvés autour de la table de devenir le conseil de rédaction de Québec Science. Et ça a été une transformation de Québec Science qui a un peu cessé de miser sur les écoles et misé beaucoup plus sur le grand public. C'était même un risque à l'époque parce que ils avaient quelque chose comme 12 000 ou 15 000 abonnements dans les écoles. Et à un moment donné, en changeant de vocation, ils ont tout perdu ça. Ils ont recommencé à 2-3 000. Et là, ils ont remonté et en quelques années, ça a atteint 18-20 000 vendus. Donc, ça a été un succès. Mais ça, c'est vraiment le rôle de Jean-Marc Gagnon. Mais donc, c'est autour de ces noyaux-là que, donc, en 76, on a mis en place cette association. Joël me disait que les lettres patentes datent de 77. Là, je pourrais dire que la première action importante de cette nouvelle association, c'est que le Parti québécois venait de prendre le pouvoir au Québec. Et René Lévesque avait confié à Camille Lorrain le rôle de super ministre de la Culture. Alors, les super ministres, c'était une idée de dire, on va avoir des ministres qui s'occupent des portefeuilles puis des programmes, mais on va avoir des super ministres qui voient de loin les grandes politiques. En économie, c'était Parizeau. En culture, c'était Lorrain. Il y en avait un autre en santé, j'oublie qui. Bon. Et donc, Lorrain avait ce mandat de produire un livre vert qui allait être l'espèce de chemin, de feuille de route de la culture au Québec, d'abord à court terme et ensuite éventuellement d'un Québec indépendant. Et là, on s'est dit, nous, c'est bien beau la culture, c'est le théâtre, c'est la littérature, c'est les arts graphiques, c'est la danse, mais c'est aussi la science et c'est aussi la culture politique. Il faut vraiment que cette réflexion soit plus large que la culture au sens traditionnel. Et donc, on a produit un mémoire qui montrait que une politique de culture au Québec ne pouvait exclure la science. Et je pense que ça tombait dans les oreilles sympathiques. Camille Lorrain était lui-même un psychiatre et donc il venait du milieu scientifique. Et on a probablement aussi été efficace dans notre défense, mais quand on regarde le livre vert de la culture qu'a produit Camille Lorrain, donc quelque part en 78, la culture scientifique occupe à peu près le tiers. Ah oui. Ça a changé, ça a bougé. Et donc ça a été notre premier succès. J'allais dire ce qui a rendu pertinent cette association-là, c'est ça. On a participé ensuite à des exercices analogues au Canada, etc. Mais je dirais que c'est ça qui nous a soudés. Mais pendant longtemps, c'était quand même une association relativement intime, c'est-à-dire qu'on avait 60 membres, 55 membres, et c'était une association
qui ne faisait pas énormément de choses, faut être franc, là. Tu sais, on se réunissait une fois par année, notre assemblée générale, puis de temps en temps, quand il y avait des politiques sur lesquelles on pensait que c'était pertinent d'intervenir, on le faisait. C'est un club social. C'est un club social, d'une certaine manière. Mais on a quand même, outre cette participation au livre vert de Camille Lorrain, on a quand même créé à ce moment-là l'agence Hebdo-Sciences, qui est devenue l'agence Science Presse, qui est un service de nouvelles scientifiques pour les hebdos régionaux. Donc, au début, c'était surtout la presse papier, dont le premier directeur a été Félix Maltais. Félix Maltais, qui, dans le cadre d'Hebdo-Sciences, a commencé à développer une chronique jeunesse qu'on distribuait aux hebdos, mais où il signait Professeur scientifique. le professeur scientifique, et en collaboration avec ce qui s'appelait à l'époque le CDLS, ils ont changé de nom, le Conseil du développement du loisir scientifique, ils ont décidé de faire des sessions d'initiation aux sciences pour les jeunes, des camps de vacances, et donc ce mouvement autour d'Hebdo-Sciences et du professeur scientifique a donné naissance aux débrouillards. Les petits débrouillards. Les petits débrouillards. Et donc, avec une première revue qui s'appelait Le Petit Débrouillard. Je me petit débrouille. Je me petit débrouille, voilà. Et donc, tout ce qui est aujourd'hui l'agence Science Presse, qui est un site de vulgarisation et d'information scientifique assez important dans l'ensemble de la francophonie. Là, faut pas minimiser. Ils ont 2/3 de leurs visiteurs qui sont hors Québec, beaucoup de rayonnement. Et effectivement, le mouvement des débrouillards qui est installé en France, qui travaille maintenant avec Bayard Presse pour la jeunesse. Donc, c'est quand même des créations importantes qui sont issues de cette association. Moi, je suis impressionné de tout cet entrelacement-là de Québec Science, l'agence Science Presse, les débrouillards, l'ACF. Que tout ça, en fait, n'est qu'une grosse famille. On réalise que... Mais en même temps, aujourd'hui, l'association a grandi au-delà de ces piliers fondateurs-là, Québec Science, tout ça. Tu sais, je trouve ça le fun de voir tout en conservant ces grands fondateurs-là, on existe aussi en dehors. Le fait que tout soit né de cet alignement de planètes, dans la politique, la personne est scientifique, dont elle dit oui, on va mettre 1/3 dans le livre vert. C'était comme une espèce de bouillon de culture. Quelle belle époque. Ouais. Mais en fait, moi, où je m'en allais, c'était demander donc au président actuel. Mais déjà, j'ai vu qu'il y a des choses qui t'ont surpris. Oui. Mais qu'est-ce que ça t'évoque quand tu penses, eux, c'était comme un petit groupuscule qui avait un intérêt très fort et était comme féru on va mettre la science dans les journaux. J'ai trouvé super intéressant, c'était d'une agence de nouvelles scientifiques pour les journaux locaux. C'est merveilleux, c'est tout simple. Mais qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à où on est aujourd'hui, ce avant-après? Ben, il y a à la fois des similarités, il y a des choses qui n'ont pas changé, mais il y a des choses que c'est complètement un autre univers maintenant. Quand tu dis, Pierre, que c'était un peu intime, puis on se rencontrait une fois par année, puis on faisait peu de choses, ben, c'est devenu un monstre depuis. Il y a toujours peu de gens dedans, mais maintenant, les projets se sont empilés, puis il y a 3 concours maintenant à gérer, à s'occuper. Le CA, qui compte 9 personnes, se rencontre à tous les mois. Il y a un congrès annuel, il y a un gala de remise de tous ces prix-là. C'est un monstre maintenant. La nature aussi du membership a évolué et dans le bon sens. Oui. À l'époque, c'était un peu le modèle de l'association canadienne des rédacteurs scientifiques dont j'ai parlé. L'idée, c'est que même si on admettait les gens de relations publiques et de communication, ça se voulait une association de journalistes. Et donc, le conseil d'administration devait être à majorité des journalistes. Le président devait nécessairement être un journaliste. Donc, il y avait comme 2 statuts à l'intérieur, selon que tu étais journaliste ou pas. Au début, l'ACS a adopté le même modèle et donc on avait aussi ces contraintes-là. Mais rapidement, en fait, au fil des ans, d'abord le milieu de la muséologie scientifique avec la création du Centre des sciences de Montréal notamment, et puis tous ces organismes régionaux qui sont mis à apparaître à Rimouski, à Tadoussac, à Québec, etc. Donc rapidement, le milieu de la muséologie s'est développé. Dans la pédagogie aussi, il y a eu beaucoup de parascolaires, etc. Et puis, il y a un certain nombre de communicateurs, de scientifiques intéressés à la communication qui se sont joints, de sorte qu'à un moment donné, les journalistes véritables étaient probablement un quart du membership faut dire aussi qu'avec un milieu au Québec où il y a beaucoup de pigistes,
c'est souvent les mêmes personnes qui travaillent en muséologie, qui travaillent dans des projets d'intervention, qui sont aussi dans les magazines. Et donc, à un moment donné, cette distinction entre les classes de communicateurs n'avait peut-être plus sa raison d'être, ce qui fait que à un moment donné, toutes ces contraintes-là ont été abandonnées. Et en même temps, ça a correspondu, tu me corrigeras, Joël, mais aussi avec une explosion du membership. Aujourd'hui, il y a combien de membres? Petite explosion. On est, ça frise le 200 en ce moment. Voilà, 200. C'est quand même 3. C'est quand même 3 à 4 fois plus que ce qu'on était de l'époque, c'est ça. Oui. Tu t'as parlé des concours, c'est peut-être la partie la plus intéressante de... Oui, juste avant sur le membership, mais tu viens de l'évoquer, mais parfois quand on me demande qui est membre de l'ACS, je dis aux gens, il y a des métiers tellement variés dans notre association. Ils ont tous en commun de prendre de la science compliquée puis de la rendre digeste et intéressante. Mais dans certains cas, ils travaillent dans des musées, d'autres font du YouTube, certains font du podcast, certains sont des journalistes scientifiques à l'écrit ou au web, ou certains sont des YouTubeurs. Il y a des éducatrices scientifiques, animateurs, oui. Il y a des BDistes, illustrateurs, illustratrices, il y a même des gens qui font du théâtre sur la science. Ouais. Les relations publiques dans les universités, c'est extrêmement varié. Puis, comme tu le disais, Pierre, aussi, on franchit de plus en plus les frontières des métiers. On est beaucoup de pigistes à faire parfois de l'éducation scientifique, mais de temps en temps, on fait une chronique où on fait de la recherche au contenu à la télé. Donc, oui, hein, les classes se mélangent maintenant. Puis il y a quelques étudiants aussi, ou avec le ComSciCon, tu sais, je trouve que ça, c'est le fun aussi d'aller chercher des gens qui sont pas nécessairement communicateurs de métier, mais des scientifiques pour leur apprendre eux aussi à communiquer la science, là. Simone, qu'est-ce qui toi t'a attiré? C'était quoi ton chemin vers l'ACS, disons, ton cheminement? Moi, mon chemin vers l'ACS, ça a été vraiment la bourse Fernand-Séguin. Là, on parlait des concours. Peut-être que on devrait les présenter pour des gens qui sont moins familiers. C'est que, à un moment donné, c'est une idée que l'association a lancée, puis on a impliqué Radio-Canada là-dedans. C'est justement en hommage à Fernand Séguin, qui était un peu notre père à tous, comme tu disais, de créer une bourse qui allait permettre à des gens qui s'intéressent à la communication scientifique de faire un stage de 3 mois à découverte, ensuite à peu près 2 mois à la radio de Radio-Canada, et ensuite un autre 2 mois dans des médias et partenaires, soit Le Soleil, la presse, etc. Et cette bourse-là s'est avérée, donc elle a dû être créée au début des années 80, je pense 81, mais je suis pas sûr. Là, et elle s'est tenue depuis ce temps-là avec une courte interruption, parce qu'elle était financée aussi beaucoup par le ministère, et après 6 ou 7 ans, le ministère a trouvé qu'on avait assez créé de journalistes scientifiques et a décidé de réorienter sa subvention vers une bourse qui s'adressait aux chercheurs qui voulaient communiquer. Donc, on se passait du médiateur, puis on allait directement aux chercheurs. Radio-Canada n'a pas accepté ça. Nous n'avons pas accepté ça. Nous étant l'ACS. Et donc, la bourse a été relancée sans financement du ministère. Et donc, il y a eu une césure pendant peut-être 2 ans, et la bourse a été remise sur pied. Mais là, ça veut dire que ça fait maintenant quelques années que cette bourse se donne, qu'elle donne un prix et parfois 2. Donc, il y a probablement une 60aine ou 70 de journalistes qui ont commencé leur carrière par cette bourse. T'en es un exemple. Et Joël aussi. Et ce qui est intéressant, bon, il y en a un ou 2 qui sont décédés depuis. Il y a eu quelques décrochages. Mais je dirais que de cette peut-être 60aine de personnes, il y en a probablement plus de 50 qui travaillent activement en communication scientifique. Donc, ça a été vraiment une pépinière de ressources qui dépassait toutes nos attentes de l'époque. Alors là, je te repasse la parole. Ben moi, j'étais aux études, j'étudiais en géographie environnementale à l'UDM. Puis là, à la maîtrise, je me suis rendu compte que, dans le fond, ce que j'aimais surtout, c'était parler de science, expliquer des trucs plus compliqués aux gens qui connaissent pas ça. Puis moi, ce que j'aimais, c'est apprendre, là. Donc, je me voyais pas non plus... Ouais, c'est ça, tu sais, de faire un seul sujet pour le reste de ma vie. Puis là, j'ai vu la bourse Fernand-Séguin, puis je me disais, oh, ça doit être comme le plus beau métier du monde, là, de juste apprendre puis parler de science. Donc, je me suis essayée, puis même 2 fois. Ça avait pas marché la première année, mais je voulais vraiment le faire. Persévérant. Puis la 2e année, ça a marché. Puis, donc, si tu écoutes et tu as déjà essayé, ça n'a pas marché, réessaye. Ça vaut la peine.
Ouais. Excellent. Toi, tu avais une réflexion juste quand je Ouais, passais ben ça, c'est quelques couches de plus sur ce que Pierre disait, mais je trouve que ce concours-là, la bourse Fernand-Séguin, est tu as utilisé le mot pépinière, mais c'est une porte royale pour quelqu'un qui remporte ce concours-là. Il y a plein de portes qui s'ouvrent et c'est une belle fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Si tu veux démarrer une carrière de journaliste scientifique, là tu l'as. Elle est pas nécessaire. Il y a des gens qui sont journalistes scientifiques sans avoir remporté ce concours-là, heureusement. Mais le fait de le remporter, c'est comme, je veux dire, 6 à 10 mois de stage. Ben, premièrement, tu te fais un réseau rapidement. Tu rentres dans ce métier-là, puis rapidement, tu connais les acteurs importants. Tu te montes un portfolio parce que tu fais des reportages. Donc, rapidement, après ça, tu es capable de montrer, regardez ce que je suis capable de faire. Et puis, ben, tu apprends le métier, bien sûr. Ces stages-là te permettent en accélérer, d'apprendre plein de choses sur ce métier-là. C'est un triple propulseur, ce concours-là. Donc, allez-y. Vous avez jusqu'au 18 mars. Les gens avec qui j'ai parlé, c'est ça leur permet aussi de savoir dans toutes les choses par où ils passent, qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment pas non plus. Oui. Et en plus, c'est ça, de côtoyer des professionnels chevronnés ou en tout cas qui travaillent dedans dans les grands médias. Et donc, c'est un apprentissage triple accéléré, comme tu l'as dit, Joël. Ouais. C'est incroyable. Turbo chargé. Turbo chargé. Très bien. On va pas parler du turbo, de c'est quoi ici aujourd'hui. Mais moi, c'est drôle. Moi, j'ai un de mes garçons. Le soir, sa lecture, c'est Curium, c'est Les Débrouillards. Je viens en dire. En tout cas, là, c'est sûr que je vais lui parler quand je vais le voir cet après-midi, mais j'ai l'impression de avoir juste dans ces quelques minutes appris d'où vient Curium, et pour moi ça me change, ça crée dans ma tête une espèce d'image visuelle de d'où est-ce que ça vient, ça rentre dans notre boîte aux lettres, on s'inscrit, on paye, mais d'où ça vient, ça n'existait pas avant, et la science n'avait pas sa place, n'était pas vue peut-être comme importante, mais aujourd'hui on est quand même dans une époque où la science, dans certains domaines, mais dans les nouvelles tous les jours, est pas malmenée. En crise, mais malmenée. Ouais. Et donc, un des aspects que je trouve important de cette association, c'est que elle est très importante aujourd'hui. Elle l'a été. Ça a son apparition. Après, j'imagine qu'il y a eu, ça a fleuri, ça a rentré dans les interstices de notre société. J'ajouterais peut-être, je ne veux pas mobiliser la parole ici, mais j'insisterais sur le rôle, j'ai nommé tantôt Félix Maltais, qui a été le premier directeur de l'agence et qui a créé ce mouvement des débrouillards et le prof scientifique. Et qui est toujours actif. Qui est toujours actif. Un peu plus en retrait, mais quand même. Mais à un moment donné, il y a eu ce que j'appellerais presque une attaque frontale contre le milieu de l'information scientifique sous le gouvernement de Couillard. Oui, mais oui, il y a 10-12 ans de ça. Oui. Et donc, c'est une philosophie d'ailleurs qui est fréquente dans les gouvernements. C'est que quand on donne des subventions aux organismes, des subventions récurrentes, c'est une dépense qu'on ne peut pas comprimer, c'est une dépense automatique. Et donc, les gouvernements préfèrent ne pas financer la base et financer les projets. Là, il y a une retombée directe. Sauf que c'est un peu absurde parce que ça force les organismes à changer toujours de projet, il n'y a pas de continuité. C'est assez désastreux. Et à un moment donné, cette philosophie est arrivé au gouvernement du Québec qui a décidé que on n'allait plus financer le Québec Science, les débrouillards, tous les fonds de fonctionnement, on n'allait plus donner et qu'on allait financer les projets. Et donc, tous les organismes ont été avisés qu'ils allaient perdre leur financement. Et là, Félix Maltais est monté au front. Avec l'association, mais c'est vraiment lui qui a pris qui a mené vraiment une campagne. Tous les gens qui étaient passés par le mouvement des débrouillards, tous les gens qui étaient passés par ça sont mis à témoigner. Alors, ça a pas pris 3-4 jours que Couillard faisait. Et c'est ça. Et même pire que ça, il a sorti le fait que le père de Couillard était un biologiste de l'Université de Montréal et qui s'était battu toute sa vie pour la culture scientifique. Bon. Et donc, effectivement, 3 jours après, le premier ministre a nié que ça, puis il a dit non, on discutait de ça, mais nous ne le ferons pas. C'est un ballon d'essai. Ce qui est faux parce que les organismes avaient été avisés officiellement. Mais de toute façon, il y a eu donc véritablement
un recul. Et on le doit beaucoup à Félix Maltais qui a mené ça avec un brio et une efficacité remarquable. Merci, Félix. Et donc, aujourd'hui, le financement, ça se passe comment? Et si quelqu'un nous écoute, parce que je sais que les gens peuvent donner à l'ACS, combien c'est important que les gens qui ont des enfants, qui aiment la science et qui voient comment c'est intéressant pour eux, puis ça les forme, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir aujourd'hui l'ACS s'ils ne sont pas, eux, des communicateurs scientifiques qui vont être associés? Stéphanie l'a pas mentionné tout à l'heure, mais elle est sur le CA de l'ACS. Je suis président, mais tu es aussi dans l'équipe. Puis on a, ça revient à ce que tu viens de dire, c'est cette foutue difficulté-là à trouver du financement de base, juste pour faire tenir l'association, et qu'il faut toujours inventer un nouveau projet pour aller chercher des sous pour faire vivre ce projet-là. C'est un défi difficile. De justifier notre existence, on en est là pour avoir des sous. Il fut un temps où l'ACS était beaucoup mieux financée, puis justement, elle a perdu ce financement-là à cette époque-là, il y a 10-12 ans. Parce que le gouvernement a reculé pour tous les organismes qui faisaient de la vulgarisation, mais pas pour l'ACS. L'ACS a perdu son financement de base. De temps en temps, on retourne au BAT, comme on dit, pour tenter de récupérer cet argent-là, puis c'est fermé, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que, à titre individuel, devenez membre de l'ACS, ça nous donne soit $80, il me semble, par année, quelque chose du genre. Je pense que c'est une question sociétale, c'est de toujours maintenir la pression pour souligner en continu l'importance de la culture scientifique partout et sa nécessité. Et ça justifie notre existence. Oui, pour que la culture scientifique prospère au Québec, ça prend un endroit où les communicateurs et communicatrices scientifiques peuvent prospérer. Tu sais, c'est ça. C'est toujours difficile de justifier sur papier l'existence de l'ACS, mais son importance est immatérielle et elle est là. C'est que nous, ça nous prend un espace pour prospérer. Moi, j'ai pas gagné la bourse Fernand Séguin. Je me suis juste essayée. Je me suis essayée seulement une fois à la limite de la limite d'âge. Donc, tu sais, faites pas comme moi. Essayez-vous avant et plusieurs fois, mais c'est pas grave. En fait, moi, ma carrière de communicatrice scientifique elle a prospéré, elle a trouvé son élan parce que j'ai trouvé des gens avec qui j'avais des atomes crochus. Je me suis fait une famille. J'ai rencontré Julie Dirouimer, Jean-Daniel Doucet, Joël Leblanc, tout ça. Et c'est le support de ces gens-là qui m'ont permis de me faire une carrière. Puis aujourd'hui, moi, après ça, je rends au suivant, et à la suivante. Mais tu sais, ça, c'est suprêmement important, mais je sais que ça s'écrit pas sur papier pour une demande de subvention ou que ça convainc pas les gens de faire des dons à l'ACS, mais moi, j'existe en tant que communicatrice scientifique à cause du support social, moral, psychologique, professionnel de l'ACS. Ça a été extrêmement important. Je sais que ça a été extrêmement important pour Jean-Daniel, pour Julie, parce qu'on a toutes pas gagné la bourse Fernand Séguin, mais vous voyez, c'est pas la seule voie non plus. On est inclusif quand même. Ça rend ça important, mais c'est ça, on n'est pas une union professionnelle, donc on n'est pas comme l'UDA. L'UDA, bon, personne va questionner leur existence. On ne peut pas y échapper en plus à l'UDA. Ils sont là. On est une association, il y a une différence. Donc, je ne sais pas comment dire ça. Notre importance est immatérielle. Mm-hmm. Mais j'ajouterais aussi qu'on peut soutenir l'ACS indirectement en soutenant toutes nos initiatives de communication scientifique. Donc, c'est d'aller visiter les musées scientifiques, de lire des magazines scientifiques, d'écouter nos émissions de sciences. C'est ça la raison d'être de l'ACS aussi, c'est que si ces médias-là prospèrent, les gens vont pouvoir en parler puis tout ça. Ouais. Oui, mais je posais la question parce que le podcaston, l'idée derrière le podcaston, c'est que s'il y a des gens qui écoutent pendant cette semaine-là, ils veulent voir c'est quoi les projets autour de moi, puis nous, on est au Québec, on est en français autour de la table, qui vont écouter pour découvrir des associations qui peuvent peut-être vouloir supporter. C'est possible de faire un don à l'ACS. Tout à fait. Sur la première page de notre site web, il y a un beau bouton orange, c'est faire un don. Cliquez là-dessus. Ça prend 1 minute. Ça, si la science vous tient à cœur, si la relève en science vous tient à cœur. Et actuellement, on a auprès de la Fondation du Grand Montréal un fonds qui finance le prix Hubert Reeves, qui est des livres en sciences. À un moment donné, on constatait qu'il y avait relativement peu de livres en sciences qui se publiaient au Québec. Et on a créé cette bourse-là
en disant ça va stimuler les gens. Et effectivement, très rapidement, il y a eu 2 bourses, une pour les adultes, une pour les jeunes, et qui reçoivent quand même beaucoup de candidatures chaque année. Là, je ne saurais pas donner de chiffres, mais donc ça a aidé à développer ce créneau. Et donc ça, il y a une fondation pour le financer. Et là, on est en train de mettre en place une fondation pour financer aussi à long terme la bourse Fernand Séguin. Donc il y a outre le don direct à l'association, il y a aussi des vecteurs qui permettent avec des reçus d'impôts, etc., de financer ces œuvres. Merci de le mentionner, parce que ça, moi, j'aurais pas su. Et donc, l'idée, c'est de pérenniser ces prix-là. En fait, on n'a pas terminé le tour des trois prix, les 3 concours. Donc, la bourse Fernand Séguin qui permet de lancer des carrières. Le prix Hubert Reeves, c'est un prix littéraire. Donc, on récompense à chaque année des œuvres, des auteurs et des illustrateurs de livres. Puis, il y a le prix Thérèse Patry, qui, lui, est plus un prix hommage ou plus fin de carrière. C'est ça, reconnaissance. Reconnaissance de plus de quelqu'un qui a du bagage puis qui a fait des choses qu'on considère importantes. Puis, l'ACS, on l'a pas mentionné, puis elle a une mission qui se décline en trois. Puis là, pour bien les mentionner, je les ai devant les yeux, mais en gros, elle vise à supporter ses membres dans le but d'accroître la qualité et la quantité d'informations scientifiques diffusées en français au Québec. Ces prix-là, entre autres, ils contribuent, c'est d'augmenter la quantité de science dans le quotidien des gens, améliorer les conditions de travail et les compétences de nous, les communicateurs et communicatrices scientifiques. Tu travailles notamment tu commences à travailler sur un projet qu'on appelle entre nous la trousse de survie, mais on est dans une époque où, en faisant notre simple métier, on peut recevoir une avalanche de bêtises par courriel parce qu'il y a des gens de haine, d'insultes, de menaces, de toutes sortes de choses. Et on aimerait, en tant qu'association, au moins offrir quelques services à nos membres lorsqu'ils se font tomber dessus par des anti-sciences, mentionnons-le comme ça, des services psychologiques, un service de tri de la messagerie, des services légaux, si jamais ça va jusqu'à des menaces importantes, ce genre de choses-là. Donc, améliorer nos conditions de travail, c'est un exemple. Et puis, le troisième morceau de la mission, sensibiliser la population à l'importance grandissante de la culture scientifique. Ben, c'est ce que Félix a fait il y a 10-12 ans quand il est monté au front. Ou quand on est monté au front à l'époque de Camille Lorrain. Mais il y a aussi une chose qui fait partie des 3 mandats, mais qu'il faut aussi mentionner. Toutes ces associations-là sont des réseaux sociaux qui permettent aux gens de se rencontrer, de s'échanger. Et pas des réseaux sociaux numériques, des vrais réseaux sociaux. Des vrais réseaux sociaux. Non. Humains. Il y a des projets qui sont nés littéralement de rencontres entre communicateurs et communicatrices scientifiques dans le cadre de l'ACS. Oui. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps. À mon époque, il y en avait relativement peu. Aujourd'hui, ces rencontres, il y en a 7-8 par année, ou 5-6 en tout cas, plus le congrès qui est devenu très, très important. Merci Joël et les chevaliers ouvrières de ce congrès. Mais effectivement, chaque année, c'est une rencontre professionnelle de très haut niveau où on discute des problèmes, discute des enjeux, des orientations. Et moi, je peux vous dire que c'est extrêmement stimulant sur le plan professionnel. Donc, tout ce réseautage est aussi essentiel. Mais oui. Pour nous aider financièrement, venez au congrès. Ben, le congrès, justement, est ouvert aux non-membres. Puis si quelqu'un se demande, c'est quoi l'importance de l'ACS ou pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des communicateurs, communicatrices scientifiques, allez à ces 2-3 jours-là de congrès et vous allez voir. Et payer pour y être, donc ça nous aide à se financer aussi. Le congrès est une source de financement. Excellent. J'ai 2 questions. Juste pour que les gens puissent savoir, est-ce que vous pouvez nous dire qui ont été les lauréats du prix Thérèse Patry dans les années antérieures? Par cœur, peut-être pas tous, mais oui, quelques exemples. Devinez le dernier, là, celui de l'an passé. Alors, le dernier, c'était Charles Tisser, qui est animateur de découverte depuis, l'année précédente, c'était Boucard Diouf. Il y a eu Hélène Leroux, qui était anciennement à Découverte et ailleurs. Raymond Lemieux, qui a été pendant très longtemps le directeur, le rédacteur en chef de Québec Science, l'a eu. Pierre Chastenay, qui était à l'époque au Planétorium et à la télévision. Là, on est rendu à la génération de Joël. Oui. Yvon Fortin, qui était le fondateur du Centre de démonstration en sciences physiques au Cégep Garneau. Donc et un des animateurs de
neurosciences les plus brillants et passionnants que j'ai connus. C'est des gens comme ça qui... puis avant la création de ce prix-là, il y avait eu un autre prix qui avait la même fonction, qui était les prix spéciaux de l'ACS, là, avant qu'on l'institutionnalise. Et là, les gens que j'ai nommés, là, les Jean-Marc Carpentier, Yannick Villedieu, Jean-Marc Fleury, moi, notamment, on a aussi reçu ce prix-là. Mais donc, c'est finalement à peu près beaucoup des gens qui ont marqué ce milieu professionnel d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que les gens qui nous écoutent ont déjà reconnu 2-3 noms. Oui. Je voulais juste qu'ils comprennent un peu c'est qui va être les lauréats. Maintenant, pour Simone et pour Stéphanie, parce que c'est ce réseau social, il y a des activités, il y a des ateliers, il y a des formations. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de qu'est-ce que l'ACS offre à ses membres qui sont, par exemple, encore aux études, mais aussi qui sont déjà à lancer leur carrière en communication scientifique? Je suis celle qui s'occupe des soirées sociales de l'ACS. Donc, il y a 2 ans et demi à peu près, là, on n'en avait plus à cause d'une pandémie, mais aussi parce que, tu sais, ça dépend toujours de qui est dans le CA, là, tout ça. Donc, on s'est dit, on va relancer ça. Donc, moi, je me suis donné la mission de relancer presque à chaque mois, d'avoir une soirée sociale. Un aspect important, c'est qu'en ce moment, on est en train d'essayer d'avoir des soirées sociales ailleurs qu'à Montréal. C'est aussi une caractéristique de l'ACS qu'on est un peu trop montréalocentrisme, un peu malgré nous. Donc là, il y a des gens qui se sont aussi donné la mission de faire des soirées sociales de l'ACS à Sherbrooke, à Québec. Donc, ces soirées sociales-là, en plus, on voit de plus en plus des nouveaux visages jeunes, et ça, on adore ça parce que on a commencé à s'allier un petit peu plus avec des choses comme le ComSciCon, donc des étudiants et étudiantes qui connaissaient peut-être pas le nom de l'ACS, mais qui connaissaient le ComSciCon, maintenant nous connaissent aussi. Et ils voient nos annonces passer sur les réseaux sociaux, ils décident de se pointer en mars ou en février à tel bar, tel bar. Sinon, on a notre gala de remise des prix qui est en juin. C'est aussi une occasion sociale. On voit de plus en plus de nouveaux visages. Notre gala aussi, notre congrès, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Les formations. Les formations aux membres. Presque tous les mois, il y a une petite formation. Et elles sont excellentes, là. Tu sais, Christine Beaulieu, qui est la personne qui s'occupe de ça dans le CA, elle va chercher des intervenantes de qualité. Donc, ben là, tu sais, justifier l'existence de la CS, c'est pas juste immatériel. Ben, tu sais, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de pigistes parmi nous, puis ces formations-là deviennent pertinentes, entre autres pour eux, pas que pour eux, mais entre autres pour eux et elles, parce que des fois, c'est des formations très démarrées à la pige. C'est pas nécessairement sur la communication des sciences, mais c'est des trucs de base, la comptabilité pour les nuls ou ce genre de choses-là. Et parfois, c'est beaucoup plus très pointu sur la science, les changements climatiques ou ce genre de choses-là. Mais oui, être membre de l'ACS, en fait, les formations sont ouvertes aux non-membres, mais c'est plus cher. Donc, donnez-nous des sous en devenant membre ou donnez-nous des sous en payant plus cher vos formations. Maintenant, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait évident qu'il faudrait parler puis qu'on ne l'a pas fait? Ben, il y a le sujet de la prise de position de l'ACS, parce que des fois, il y a des choses qui se passent dans la société, puis des fois, on se fait demander de prendre position, des fois, on se fait reprocher de prendre position. C'est ça, c'est difficile parce qu'on représente tellement une grande diversité de métiers, justement, de plus en plus, tu sais, artistes, scientifiques, journalistes, animateurs, éducatrices, tout ça, que c'est difficile de prendre une position qui représenterait tout le monde. Donc, il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Il y a aussi des gens qui préfèrent que on ne prenne pas position. On avait posé la question, il y a des gens qui disaient, non, moi, j'aime bien mon ACS politique neutre. En même temps, on est conscient et consciente qu'il faut protéger nos membres. Donc, quand quelqu'un comme le pharmacien Olivier Bernard se fait attaquer, il me semble qu'on a une obligation d'au moins dire quelque chose. Mais c'est difficile de savoir quand. Dans ce cas-là, je trouve que c'est un peu plus facile à défendre parce que on parle de notre propre métier puis de protéger un des nôtres. Mais il y a eu un moment, ça date déjà de 10, 12, 15 ans, je sais plus quand, mais à un moment donné, il y avait eu une marche pour le climat, puis l'ACS avait promu cette marche-là dans ses réseaux. Allez-y, sortez pour le climat. Et les gens plus du côté journalistique dans notre association aimaient pas ça, étaient là. On n'est pas supposé prendre position dans ces... On devrait pas manifester. Donc, bref, c'est un débat qui frappe l'ensemble du métier journalistique. Oui. Ouais. Puis les nouvelles générations viennent ébranler ça aussi. Oui. Voilà. Et donc, mais c'est super intéressant. Merci de l'avoir mentionné. Mais ça va en lien à moi où je m'en allais pour un peu clore la conversation, qui est
76, 77, il y a quelque chose qui naît, ça bourgeonne d'une façon assez impressionnante et ça vient maintenant jusqu'à la chambre de mon garçon qui a son curium puis qui a des fois, c'est drôle, tu as parlé du pharmacien, il nous sort des références de quelque chose de scientifique qu'il a lu dans le livre, puis moi, mon cœur, il devient comme ça. Mais non, c'est pas qu'on l'a pas forcé, c'est de par lui-même. Et là, bon, c'est sûr qu'on est dans une époque, la COVID a eu ses défis de communication scientifique et médicale, c'est passé, mais bon, les défis, on les a vus. C'est qu'ils ont montré un peu des caries, un peu dans qu'est-ce qui se passe dans la société par rapport à croire à la science. Est-ce que la science est pertinente aujourd'hui? Est-ce que les scientifiques sont juste je sais même pas comment, mais des personnes illuminées qui parlent d'une façon étrange et des moutons aussi en plus. Et donc, est-ce que si on se dit qu'aujourd'hui on est 76, mais 2076, Ouais. où est l'ACS? C'est trop loin un petit peu, mais C'est elle, ça. non, mais oui, c'est vrai, c'est Simone. Mais donc, est-ce qu'on est capable de peut-être faire un petit tour de table par rapport aux défis, par rapport aux écueils qui sont à l'horizon en termes d'être communicateur scientifique sur les réseaux. Puis maintenant, les réseaux, ça veut dire, si on met une vidéo, ben, elle va vraiment partout. Puis une chance qu'il y a quelqu'un qui travaille sur la trousse d'autodéfense du communicateur scientifique. Parce qu'en 76, il n'y avait rien. Il y avait des gens qui sont réunis, qui ont vu une opportunité. Il y a eu des choses qui sont alignées et c'est né. Si on pense à cette espèce de point zéro, sûr qu'on est à un point zéro de quelque chose aujourd'hui. Et donc, c'est quoi des projets qui s'en viennent ou des souhaits que l'équipe, que le président, que un des fondateurs a pour la prochaine décennie? Oui, moi, je vais parler de l'avenir, mais en parlant du présent d'abord. Quand on regarde, et nonobstant la période de la pandémie qui a été un peu une crise de crédibilité, mais quand on regarde l'attitude critique d'une façon générale des Québécois, le mouvement anti-vaccinal qui atteignait déjà 15-17% en Angleterre, pas loin de 15% aux États-Unis, était extrêmement marginal au Québec. On était un des pays où la vaccination était le plus acceptée. Mais d'une façon générale, quand on regarde la culture scientifique, il y a toujours eu beaucoup d'organismes de vulgarisation, de sensibilisation, de formation des jeunes. Et par rapport, par exemple, au mouvement fondamentaliste religieux qu'on trouve aux États-Unis ou qu'on trouve dans certains pays d'Europe, je dirais que les Québécois ont, dans l'ensemble, une position peut-être plus réceptive face à la science, critique face aux abus de la science aussi, mais une position, j'allais dire, rationnelle face au monde. Et ça, je l'explique en bonne partie par l'effervescence de ce mouvement de sensibilisation qui date de bien avant nous, là. Les fameux 4H du frère Marie-Victorin, les jeunesses scientifiques. Il y a une longue tradition d'initiation aux sciences auprès des jeunes et depuis maintenant, c'est ça, 50 ans de journalisme scientifique qui fait qu'on a, je pense, une société qui, malgré ses travers, tout n'est pas parfait, mais a peut-être une position un peu plus rationnelle que ce qu'on voit chez nos voisins du Sud, par exemple. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est que ça continue. Qu'on reste un peu un havre, un port où... Un rempart. Un rempart, le petit village gaulois là, d'Astérix, où il y a une place où la science et le discours rationnel, l'esprit critique, le fait que nos convictions sont fondées sur des faits et non pas sur des croyances, que ça reste vivant au Québec, et d'une certaine manière que ça nous distingue peut-être des dérives qu'on voit émerger ailleurs. Et vous voyez que ça dépasse les enjeux de la science. C'est aussi les enjeux de la culture politique, c'est aussi les enjeux de la démocratie. Et je pense qu'il faut que les politiciens et les citoyens comprennent qu'en travaillant pour la culture scientifique, on travaille aussi pour la démocratie et la rationalité. Là, je vais faire ma milléniale, là, mais tu sais, moi, je suis pessimiste par rapport à l'avenir du monde, pas de l'ACS. Donc, moi, je suis de la génération qui se demande, est-ce que je vais avoir une retraite? Est-ce que je vais avoir une maison, même? Tu sais, donc là, Attends, j'ai une question pour toi. Donc, pour quelqu'un de ta génération qui a peur de où le monde s'en va, quel rôle peut jouer l'ACS? Et oublie 2076. Quel rôle peut jouer l'ACS en 2026, 2030, 2035 pour t'aider à te sentir
alignés et mieux dans cette réflexion puis dans cette anxiété? C'est une excellente question et ça me ramène au positivisme. Clairement, on serait les gardiens et les gardiennes du savoir. Les chiens de garde de la rationalité. Je suis une fan de l'esprit des Lumières. Gardien, gardienne, mais aussi distributeur, transmetteur et transmettrice. Puis, je suis une fan de l'esprit des Lumières. J'ai fait un programme au Cégep qui s'appelle Sciences, Arts et Lettres. Où est-ce qu'on faisait les trois... on faisait les 3 decks. On faisait Arts et Lettres, Sciences Nature, Sciences Humaines en 2 ans. Et c'était un incubateur pour justement hommes et femmes des Lumières. Là, on sortait toutes de là un petit peu des petits Voltaire, là. Et... C'est intéressant parce que moi, au Cégep, j'ai fait science et philosophie. C'est la même sorte, la même sorte de... Et je tiens à cet esprit des Lumières-là. Des fois, je me trouve naïve de, tu sais, Voltaire, tout ça, on est rendu en 2025, tu sais. Mais je pense qu'il faut revenir un petit peu à cet esprit des Lumières-là sans être naïf ou candide pour faire des références à Voltaire. Et je pense que l'ACS est un incubateur d'hommes et de femmes des Lumières. Donc, si le monde descend une pente rough, on sera cette lumière-là. Je suis un peu cheesy ce matin, mais comme je le pense. Donc, voilà. Oui, ben pour rebondir là-dessus aussi, tu sais, clairement, on est dans une ère de désinformation. On le voit aux États-Unis, tout ça. Puis, on est dans des... Tu sais, les changements climatiques, la perte de biodiversité, c'est un enjeu scientifique, mais aussi social, politique. Puis, il faut qu'on ait cette compréhension-là scientifique pour agir au niveau politique. Donc, tu sais, je pense qu'on est tellement important à ce niveau-là. Puis il faut, c'est ça, pour lutter contre la désinformation, il faut donner envie aux gens de comprendre, d'avoir un esprit critique. Puis ça se travaille sur tout le temps, là. Donc, faut pas qu'on arrête, puis il faut qu'on soit de plus en plus à faire ce travail-là, là, parce qu'il est tellement important. Et l'ACS peut être ce point de rencontre et de rayonnement, comme on disait. Joël Leblanc. Pierre disait, avec tout son optimisme, tout ce qui a été fait depuis presque 50 ans maintenant a instillé beaucoup de science dans la population, puis le mouvement anti-vaccinal est peut-être moins fort ici qu'ailleurs, etc. Moi, je considère quand même que tout ça est encore insuffisant, même si c'est mieux qu'ailleurs. Puis, je rêve que l'ACS ait les moyens financiers et surtout l'influence pour changer plein de choses. Et on pourrait partir complètement sur une autre heure de discussion, mais la pédagogie, l'éducation scientifique en général, au primaire, au secondaire et ailleurs, dans le parascolaire, puis est très défaillante. Elle a beaucoup, beaucoup de failles au Québec. Je sais que l'école craque déjà de partout, puis ça, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Mais rêvons. et je crois que nous tous, et tous les membres de l'ACS, et même ailleurs, on aurait quelque chose à apporter à notre société dans cette optique-là où tout le monde entend tout puis n'importe quoi. Même le mot désinformation est devenu un lieu commun, presque une banalité, et ça devrait pas. Et on a une éducation à l'esprit critique qui est défaillante, à mon avis. Puis je crois que l'ACS pourrait jouer ce rôle-là et pourrait devenir beaucoup plus importante que le club social qu'elle a déjà été. Mais on est des animaux sociaux, donc les clubs sociaux sont importants pour que ces choses arrivent. Oui, tout à fait. Donc, aux membres du CA, est-ce qu'il y a des projets secrets intéressants à partager aux gens? Puis, encore une fois, s'ils veulent aider à que ces projets arrivent, peut-être ce serait le moment de dire maintenant, si vous voulez voir telle chose ou telle chose arriver à l'avenir. Non, on fait rien du tout. Notre futur changement de nom, quand même. Oui. Pour un nom plus inclusif. Parce que c'est communicateur au masculin. C'est ça. L'Association de la communication scientifique. Moi, je l'utilise déjà. Il n'y a pas encore officiellement on peut garder dans le même sigle, mais ACS, ou pour la communication des sciences ou quelque chose du genre. On est en discussion avec ce qu'on appelle la SWIC, la Science Writers and Communicators of Canada, qui est justement notre équivalent anglo-canadien, parce qu'eux autres, leur congrès annuel, sont comme obligés de changer de province à chaque fois. Ils l'ont plus difficile que nous, tu sais, il faut qu'ils représentent... Bon, alors, en 2026, ils considèrent fortement faire leur congrès annuel à Montréal, et donc on est en discussion pour faire
méga congrès Qui serait annuel. le 3e ou le 4e qu'on fait conjointement avec eux. Et puis, ça serait comme un jamboree pour prendre le vocabulaire des scouts, des communicateurs et communicatrices scientifiques du Canada au complet. Ce sera peut-être l'occasion de faire front commun en tant que Canadiens et Canadiennes. Bref, futur projet. Merveilleux. Et ça coïncide à peu près avec notre 50e anniversaire de l'ACS, donc ça pourrait être encore un feu d'artifice. Non, feu d'artifice, c'est rendu polluant. Ça prend des shows de drones lumineux. C'est super intéressant. Moi, je pense que là, on a parlé de l'ACS. C'est l'ACS, la thématique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'ACS vraiment que tu sens qu'on n'a pas mentionné ou... Ici, ton audience, c'est surtout des gens, des gens au doc, tout ça. Tu sais, de peut-être montrer qu'il y a plein d'initiatives aussi pour les chercheurs en communication scientifique là, qui peuvent s'intéresser à ça. Le calendrier, en gros, il y a des formations régulières, mais là, on les annonce un peu à 3 semaines d'avance. Mais on a notre gala qui est le 5 juin, le congrès qui va vers la fin octobre, normalement. Puis l'ACS, on a l'habitude de faire la promotion aussi d'autres organismes et événements connexes. Donc, justement, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez être mis au courant de ce que fait le ComSciCon, le concours Ma thèse en 180 secondes, l'ACFAS. À travers nous aussi, vous allez être au courant de plein d'autres affaires. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont à la maîtrise au doctorat, Simone Caron a quelque chose à vous dire par rapport à votre potentiel intérêt dans la communication scientifique. Simone, vas-y. Ben, tu sais, l'Association des communicateurs scientifiques, on en a parlé, on est beaucoup de journalistes, des gens dans le milieu, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent du milieu de la recherche. Donc, ça peut intéresser les étudiants, les chercheurs, d'aller s'inscrire à des formations, puis de connaître un peu plus le milieu de la communication scientifique, puis de l'intégrer à leur travail aussi. Donc, même si votre job principal, c'est d'être chercheur, vous pouvez aussi être chercheur et communicateur, communicatrice aussi. Merveilleux. Et de faire partie de la communauté, c'est aussi une façon d'aider l'ACS à grandir et à rayonner. Pierre Surmani, Simone Caron, Stéphanie Jolicoeur, Joël Leblanc, merci énormément d'avoir passé cette heure avec moi. J'espère que les gens vont comprendre d'où vient l'ACS, mais où elle veut s'en aller et pourquoi c'est important aujourd'hui, en 2025, de supporter des entités comme l'ACS. Et elle est ici au Québec, elle nous appartient, elle est en français, on l'aime beaucoup. Donc un grand, grand merci d'avoir donné de votre temps pour que je puisse vous mettre de l'avant. Merci, David. Merci, David. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu aimerais parler directement avec moi, tu peux maintenant le faire sur skool.com/papaphd, une communauté que je viens de créer et à laquelle, en ce moment, tu peux adhérer gratuitement. Tu auras l'occasion de me poser tes questions, tu auras accès à des cours exclusifs et à une communauté de gens comme toi qui cherchent à trouver les meilleures pratiques pour naviguer leur transition vers le monde du travail après leur doctorat. On t'attend sur skool.com/papaphd. À bientôt!